Bonjour à tous qui êtes présents ici au siège de la FNIM et bonjour à tous également qui êtes connectés à distance sur notre live aujourd'hui pour cette conférence de presse de rentrée. Merci beaucoup d'être nombreux. La thématique d'aujourd'hui sera l'immobilier, logement, de la crise au néant. Cette conférence de presse a été préparée par les équipes pluridisciplinaires de la FNIM. Vous pouvez la suivre sur LinkedIn et Facebook en live. Vous pouvez interagir avec le hashtag #ConfFNAIM et n'hésitez pas à la partager dès maintenant et à continuer à nous suivre pendant le reste de l'année. La conférence durera environ 45 minutes et bien sûr, suivra une séance de questions-réponses. Vous avez un formulaire de contact sur le live présent à cet effet et puis les questions directement dans la salle. Je passerai avec le micro. Et voilà, sans plus attendre, nous pouvons commencer. Merci à tous et j'appelle le président de la FNIM, Loïc Quentin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre présence et votre participation à cette première conférence de presse de la Fédération nationale de l'immobilier de l'année 2026. Et aussi, très belle et heureuse année à toutes et à tous. Il y a juste 6 mois, vous savez, au mois de juin, nous avions dit la crise de l'immobilier est derrière nous, la crise du logement est devant nous. Et aujourd'hui, que se passe-t-il? Nous attendions un sursaut, rien ne se passe et tout reste à venir. C'est du moins ce que nous allons tenter d'aborder avec vous au travers de cette conférence de presse, et notamment d'évoquer, comme de façon classique, à la fois le marché du logement, l'activité, les prix, le marché du crédit et les perspectives pour 2026, et aussi la politique du logement, en raison de l'instabilité politique et de la période particulièrement troublée que nous traversons. Tout d'abord, le marché. Le marché du logement, il est conforme notamment à ce que nous avions dit. En janvier 2025, nous avions annoncé que le marché reprendrait des couleurs, avec une projection d'environ 11% sur un an. Nous avions projeté 940 000 à 950 000 transactions. Nous sommes au rendez-vous que nous avions anticipé avec une progression des volumes. Certes, c'est vrai que nous n'avons pas rattrapé là d'où nous venions, à savoir que le marché, entre août 2021 et au plus bas, en décembre 2024, avait perdu 33% de ses volumes. 419 000 ventes rayées du marché qui ont impacté tout un secteur provoqué, je vous le rappelle, principalement par la hausse subite des taux d'intérêt. Le marché a repris des couleurs, bien évidemment, comme on l'avait dit, avec 8 baisses successives de taux de la Banque centrale européenne qui ont permis de redonner du pouvoir d'achat aux ménages français. Alors certes, c'est un réchauffement, c'est un marché qui va mieux, mais c'est un marché encore fragile et suspendu aussi à différents facteurs. Mais notre projection nous laisse quand même conscients qu'aujourd'hui, le marché devrait se prolonger dans cette dynamique avec une reprise et une stabilité à venir. La particularité de la période que nous avons traversée, c'est qu'on se rend compte que les crises immobilières existent toujours en termes de cycle, mais simplement c'est que ces crises sont d'amplitude de plus en plus importante et notamment durent de plus en plus long et les cycles de plus en plus longs. C'est le cas, cette crise sera la plus violente, la plus, je dirais, réductrice et celle qui aura entraîné le plus de régulation sur les marchés depuis l'après-guerre. On a un indicateur qui nous permet de mesurer aussi l'évolution de ce marché. Il est représenté par le taux de rotation du parc, c'est-à-dire le nombre de transactions réalisées par rapport au parc total de logements. Vous voyez que ce taux, aujourd'hui, est en augmentation, en amélioration. Il était 2,2% en 2024, 2,4% en 2025. Nous espérons atteindre 2,5%, qui est situé ici, par rapport à des périodes qui étaient stables aussi. Mais avoir une ambition de 2,5% n'est pas une ambition démesurée, et du moins, c'est quelque chose qui est atteignable et qui puisse se projeter avec un cap peut-être sur 1 million de transactions à un horizon un peu plus lointain. Les prix. Les prix aussi, je dirais, sont restés conformes à nos prévisions. Nous avons connu 2 années successives de correction négative des prix, avec des prix orientés à la baisse. Et aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que pour la première fois sur un plan national et France entière, tant en ce qui concerne les appartements que les maisons,
le marché a repris des couleurs à hauteur de 0,8% d'augmentation moyenne sur l'ensemble du marché. Mais 0,8 en tout cas, c'est peu. Et c'est peu par rapport aussi à une inflation quand on compare. L'immobilier aussi peut être réajusté du simple montant de l'inflation comme toute matière, comme tout produit de consommation. C'est-à-dire qu'un marché qui a retrouvé une stabilité, un marché qui retrouve des couleurs par rapport aux périodes qu'il avait connues, et notamment quand on regarde ces progressions de prix où nous avions des variations négatives, mais une inflation plus forte, et notamment qui se traduisait par une réduction totale. Quand il y a une inflation et quand il y a aussi une baisse de prix, c'est les deux qui se cumulent pour donner la tendance du marché. Aujourd'hui, donc, un marché qui reprend un rythme, mais aussi un marché qu'il faut regarder, je dirais, au regard de l'ensemble, l'évolution sur l'ensemble des strates, mais aussi par rapport à sa courbe globale. Vous voyez, les prix logement en bleu ici avaient augmenté beaucoup plus vite que l'indice des prix, et notamment se trouvaient totalement décorrélés du pouvoir d'achat des ménages français, sous notamment l'impact d'une baisse des taux d'intérêt qui permettait aux Français d'avoir plus de pouvoir d'achat et un gain d'acquisition. Aujourd'hui, quand on compare l'inflation, l'indice des prix à la consommation, à l'indice des prix logement, ceux-ci se retrouvent en phase et sont corrélés. En réalité, l'immobilier reste cher aux yeux des Français, mais ce qui les rend encore incapables et ce qui rend impossible l'acquisition à certains ménages, c'est plus le pouvoir d'achat que le niveau des prix. Quand on regarde les évolutions des prix par territoire, on se rend compte qu'il y a une distorsion, mais néanmoins, la tendance est quand même relativement homogène avec certains territoires et assez différenciés selon certains territoires qui n'avaient pas connu de correction, mais néanmoins, la tendance globale, notamment, est une harmonisation des grandes tendances observées, à l'exception peut-être de certaines villes qui se dégagent, et notamment quand on regarde les prix sur 5 ans, on se rend compte qu'il y a des villes pilotes, si on peut dire que ce sont des villes pilotes, je dirais, affichant un état de bonne santé, voire même d'insolence. Pour Nice, 21% de progression de prix en 5 ans, un marché qui a connu une réduction de ses volumes, mais qui est un marché qui n'a pas connu une réduction de ses prix et au contraire une progression. Montpellier-Lille, à l'opposé, d'autres villes, grandes villes comme Toulouse, n'ont pas bougé sur 5 ans. Nantes affichera encore une baisse de 7%, Lyon encore 11%, et des marchés qui sont encore corrigés pour des raisons notamment qui sont plus internes et qui dépendent des caractéristiques plus de territoire. Le marché du crédit, bien évidemment, quand il y a une reprise de la transaction, il y a un corollaire inévitable, c'est que le marché du crédit vit au même rythme que le marché des transactions. Quand il y a plus de transactions, on fait appel plus au financement. Mais rappelons-nous que le marché du crédit avait été réduit par 3, divisé par 3 dans cette période parce que les Français ne pouvaient plus acheter tant les prix étaient élevés. Et aujourd'hui, le crédit, lui aussi, reprend des couleurs, et ce qui est un signe notamment, un facteur favorable à une reprise et à une nouvelle dynamique du marché avec un crédit qui se rétablit et permettant aux ménages d'acquérir. Ce qui est intéressant, c'est que la production de crédit est en progression. Et on le voit dans cette courbe, vous avez ici les ventes et vous avez ici la production de crédit. Et on mesure justement, c'est quand un marché est en expansion, en essor, il est en quelque sorte chez le capital risqueur, qui est le banquier, finalement un capital confiance. Ce capital confiance, il se marche par une production de crédit qui est supérieure au volume des ventes. Et quand il y a effectivement un marché qui régresse, un marché qui diminue, qui est corrigé, il y a plus un capital défiance, et on l'a vu ici. Et vous voyez ici ce capital confiance, il rejaillit, il rebondit parce que les volumes des ventes est à la hausse. Et c'est ce qui permet de dire aussi que le marché reprend des couleurs et finalement s'oriente vers une stratégie de reconquête. Alors quand on regarde bien évidemment quels sont les perdants et les bénéficiaires de cette stratégie et de cette période, on a comparé à la fois dans l'analyse des crédits, à la fois les primo-accédants, les secondo-accédants en bleu, l'investissement locatif et les autres crédits. Vous l'avez compris, l'investissement locatif est en chute libre pour diverses raisons, nous en parlerons tout à l'heure. Les primo-accédants, je dirais, redémarrent, c'est une nouvelle, c'est quelque chose de nouveau, mais pas n'importe quel primo-accédant. Quand on parle primo-accédant, c'est quelqu'un très souvent qui a du mal à acheter, mais il y a des primo-accédants aussi, je dirais, avec un pouvoir d'achat plus élevé que d'autres. Mais dans tous les cas, en rouge, vous avez les primo-accédants qui redécollent très vite et qui représentent une grande part du marché dans la production de crédit immobilier, contrairement aux secondo-accédants.
Vous vous rappelez, la FNIM a porté longtemps une proposition visant à la portabilité des prêts. Nous n'avons pas été entendus. Ça ne coûte rien à un projet de loi de finances, mais ça aurait été combien utile quand nous entendons encore des secondos excédents dire on ne peut pas vendre parce qu'on ne veut pas rembourser notre crédit qui était contracté à des conditions bien inférieures à ce que je pourrais trouver aujourd'hui. Mais quand on regarde de près l'analyse, et notamment sur la production de crédit, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui une régulation et un dérèglement absolu. Quand on regarde, notamment, on analyse la production de crédit immobilier en fonction des revenus annuels des emprunteurs. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, les couches les plus faibles, et notamment ici, ceux qui gagnent moins de 30 000 € par an, voient leur pourcentage diminuer de façon régulière. Ceux qui gagnent de 30 à 50 000 aussi sont en chute de vitesse. Les seuls qui sont en progression sont les revenus supérieurs à entre 50 000 et 100 000, qui passent de 36 à 40,3%, et notamment sur les revenus supérieurs à 100 000, qui passent de 20,2 à 25,3. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, aujourd'hui, le marché est en train de créer de l'exclusion. Un marché d'exception conduit toujours à l'exclusion dans le domaine immobilier. Et c'est cela qu'il faut prendre en compte. Et aujourd'hui, quand nous avions, à la dernière conférence de presse, dit qu'il y avait 57,8% de propriétaires et que ce chiffre était ramené à 57, et malheureusement, il va continuer de baisser. C'est l'illustration même de couches et de classes sociales qui ne peuvent pas accéder à la propriété. L'accession à la propriété est de plus en plus difficile. Et c'est en quelque sorte une paupérisation et un appauvrissement des primo-accédants aujourd'hui dans notre pays. Et comme il n'y a pas d'autre choix pour se loger quand on ne peut pas accéder à la propriété, eh bien on reste locataire. Et finalement, en l'espace de 14 ans, nous avons créé 240 000 locataires de plus parce que ce sont 240 000 propriétaires en moins. Et la question ne peut que nous interpeller que lorsque nous regardons aussi, lorsque la baisse de natalité, et aujourd'hui, pour la première fois en France, il y aura plus de décès que de natalité, et quand le premier critère explicatif, notamment à l'absence, notamment à la chute de la natalité, est le logement, parce qu'on ne peut pas s'offrir le moyen d'un logement, il faut se poser la question de venir au secours, notamment du logement en France. Concernant les mêmes taux d'intérêt, cette courbe nous est particulièrement intéressante parce qu'elle montre l'évolution des taux d'intérêt, la remontée brutale, et la baisse et la stabilisation des taux des crédits immobiliers, environ à 3,12% sur l'année 2025. Et nous avons aussi à côté l'évolution des OAT. Vous savez, les obligations garanties par l'État. Les obligations garanties par l'État qui permettent de recourir à l'emprunt et notamment de financer la dette souveraine. Nous avons entendu de ci, de là, et tout le monde s'affolait en disant finalement l'État français paye plus cher sa dette au jour le jour. Rappelons-nous, il y a quelque temps, encore l'État français finançait à des taux d'intérêt négatifs. On avait même envisagé que la France allait pouvoir faire bénéficier aux acquéreurs, aux emprunteurs de taux d'intérêt négatifs. Aujourd'hui, la France, notre pays, pour financer sa dette au quotidien, les 800 millions d'euros nécessaires au financement à l'équilibre des comptes de l'État, au quotidien, sont financés avec des taux supérieurs aux taux d'emprunt des prêts immobiliers auxquels peuvent souscrire les ménages français. Et il n'y a aucune corrélation entre le taux de financement de la dette souveraine et notamment le taux d'emprunt aux ménages. Et pourquoi nous le disons et nous l'affirmons, c'est que lorsqu'on compare notamment les taux souverains en Europe, qui sont finalement le taux de financement de la dette de chaque pays, nous voyons ici entre la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. L'Espagne et l'Italie, qui ont été confrontées à un moment à une grave crise en 2012 et 2013, ont emprunté à des taux souverains supérieurs aux taux d'emprunt qui étaient consentis aux ménages en matière de crédit immobilier. Et vous voyez ici, les taux des crédits immobiliers pour les ménages espagnols et les ménages italiens étaient strictement conformes à l'évolution de taux de la Banque centrale européenne. Donc pour nous, il n'y a pas, je dirais, à très court terme, ni même à moyen terme, je dirais de peur, notamment de voir les taux remonter encore en 2026, sauf à ce qu'il y ait encore, et bien évidemment, une politique monétaire qui se redurcit pour lutter contre l'inflation et qui d'ailleurs est plus forte dans le reste de l'Europe qu'en France. Mais pour l'instant, nous sommes sereins sur l'évolution des taux des crédits immobiliers. Mais enfin, une caractéristique et une constance qu'il faut mesurer, c'est que plus l'immobilier, bien évidemment, quand on est sur un marché tendu, on a de plus en plus de ménages qui font des efforts et voire même des donations entre parents et enfants
qui s'accélère, et notamment chez des ménages plus aisés, pour permettre à leurs enfants d'accéder à la propriété. Mais néanmoins, tous les ménages font un effort de plus en plus prégnant, plus en plus important, d'allonger la durée d'emprunt pour faire face à leurs besoins d'acquérir. La durée moyenne des crédits est de 23,3 années. C'est une durée qui est en augmentation. Rappelons-nous, elle était ici beaucoup plus faible il y a encore quelques années, mais elle ne cesse d'augmenter et de façon régulière. C'est quelque chose aussi à observer. Enfin, quand on regarde aussi le pouvoir d'achat des prêts immobiliers, on se rend compte aussi que le pouvoir d'achat qui a diminué avec l'augmentation des taux, la baisse des taux permet de reconstituer un pouvoir d'achat et notamment de redonner une capacité d'acquérir plus de mètres carrés pour les ménages français. Ce qu'il faut retenir dans ces 5 chiffres du marché relatifs à la conjoncture, 11% de hausse de vente sur un an, après avoir baissé de 33% en 3 ans, 0,8% de hausse moyenne de l'immobilier sur l'ensemble du territoire, le taux moyen des crédits est à 3,12%, 3% de gain de pouvoir d'achat immobilier en 2025, et surtout, il y a aussi 870 000 logements indécents, toujours indécents, qui sont concernés par les logements classés F ou G dans le parc privé locatif, dont nous reparlerons tout à l'heure. Alors les perspectives 2026, bien évidemment, elles sont, je dirais, elles peuvent se traduire ainsi. Les facteurs favorables tout d'abord. Les taux de crédit à 3,12 profitent de l'impact positif de la politique monétaire. Et tant que la BCE soutiendra sa politique, nous sommes sensiblement à l'abri d'une hausse des taux. Les prix des logements en hausse très modérés, avec un pouvoir d'achat très reconstitué, permettent et continuent d'accompagner nombre de ménages français lors de leur parcours résidentiel. Stabilisation de l'inflation, l'épargne des ménages toujours élevée, je dirais que c'est la principale caution pour la France lorsqu'elle emprunte à l'extérieur. L'épargne française représente 6 700 milliards. C'est 2 fois le budget de la France. Et donc c'est une garantie, notamment pour les prêteurs. Et enfin aussi une épargne qui permet aussi d'avoir une transmission intergénérationnelle. L'atterrissage prévu entre 960 000 et 980 000 transactions à fin 2026, c'est la perspective et c'est ce que nous retenons pour cette année. Les prix resteraient en légère hausse en 2026, plus 1 à plus 2%. Les facteurs défavorables. Bien évidemment, l'instabilité politique et les échéances électorales, les campagnes municipales, la campagne présidentielle et aussitôt une autre élection auquel on ne pense pas, de nouvelles élections législatives, sauf s'il y en avait avant. Parce qu'il faudra bien une majorité parlementaire au nouveau président désigné pour pouvoir conduire les affaires de la France. Donc 3 élections dans l'espace de 14 mois, dans l'espace de 18 mois. Une crise économique, une faible croissance, un rebond du chômage possible. La crise de la dette toujours aussi importante en l'attente finalement d'adoption d'un budget. Une production neuve qui est faible, qui impacte l'offre, bien évidemment. Pour renouveler le marché de demain et le marché qui devient le marché existant, il faut produire du neuf et nous avons besoin, je dirais, de cet équilibre de production neuve pour répondre aux besoins de notre pays. Enfin, la menace étendue de l'encadrement des loyers qui va devenir un facteur défavorable, dont je vais vous parler tout à l'heure. Le stop and go de MaPrimeRénov', je dirais qu'il n'est pas non plus un facteur positif. Enfin, des coûts de rénovation énergétique et le poids croissant des normes sur l'ensemble des travaux de rénovation. Voilà pour les perspectives, notamment en 2026. Maintenant, sur la politique de logement, que faut-il retenir ? Dérèglement politique et quel cap pour le logement ? Dérèglement politique, et c'est vrai que si nous devions aujourd'hui, quelle politique du logement en 2026 ? Que faut-il en retenir ? Malheureusement, je n'ai rien trouvé à vous proposer, à faire état. Je reste sur une feuille blanche, aucune proposition innovante, et je crois que nous n'aurons peu que de propositions tout au long de 2026 pour affronter, répondre et accompagner, suffisantes à accompagner le parcours résidentiel des Français. Et je crois que la démonstration est extrêmement simple. Le statut du bailleur privé en panne, le marché de l'investissement locatif en panne, la relance de la construction en panne, la rénovation énergétique au ralenti, MaPrimeRénov' suspendue, l'encadrement des loyers en progression. Voilà le paysage politique de ce qui nous est offert par le législateur pour répondre à la plus grande crise du logement que nous ayons connue et qui impacte tous les secteurs. Nous ne plaidons pas forcément et uniquement pour les secteurs privés, pour l'ensemble de la chaîne du logement,
Quand le secteur locatif privé est fragilisé, on se retourne vers le logement social. Quand on ne peut pas notamment accéder à la propriété, on se retourne vers le parc locatif privé. La boucle est bouclée, c'est le chaînage notamment du parcours immobilier des Français. Et je dirais, lorsqu'un des secteurs un de ces secteurs s'enrhume, je dirais c'est tout le marché, notamment qui est malade et qui souffre d'un équilibre. Alors des dispositions et des propositions, il y en a eu, il y en a, mais jusqu'à quand? Et d'ailleurs on ne sait notamment ce qui va se passer. Personne ne peut prédire ce qui sera adopté demain et nous sommes encore toujours suspendus à un PLF, à une loi de finances qui fera l'objet d'une ordonnance, d'une motion de censure, peu importe, nous ne le savons pas, mais nous sommes suspendus à une actualité qui est purement aujourd'hui rivée à la seule échéance d'une loi de finances et d'un budget pour la France. Vous avez tous assisté, je dirais, au statut du bailleur privé. Comme nous l'avons écrit, d'amendement en amendement, et jusqu'à quand? Vous avez assisté aussi au parcours de ce statut du bailleur privé qu'on a voulu reconstituer pour vous entre le rapport d'Aubresse-Cosson, qui notamment était porteur, je dirais, d'un espoir pour un milieu économique, notamment pour la construction neuve, qui est au ralenti. Et la construction neuve, d'ailleurs, il faut se poser la question. Depuis que le Pinel n'existe plus, plus rien ne se vend, comme si le secteur neuf était suspendu à un statut fiscal exclusivement. Il faudra aussi se poser la question comment rendre aussi le neuf abordable et accessible. Et quand on revoit ce parcours, notamment législatif, du statut du bailleur privé, entre la proposition de Mickaël Cosson et du sénateur Daubresse, que d'amendements et que de modifications, que de corrections, d'aller et vient, première lecture à l'Assemblée nationale le 14 octobre 2025, amendement du gouvernement qui est plus réducteur, 21 novembre 2025, rejet du texte par l'Assemblée nationale, première lecture au Sénat, texte adopté par les Sénats, rejet du texte en commission mixte paritaire, et encore tout récemment, le 13 janvier 2026, discussion en séance publique de l'Assemblée nationale, avec un accord sur un texte qui va être soumis à la partie dépenses de la loi de finances auquel nous sommes suspendus et qui dépendra aussi de l'adoption de la partie recettes. Voilà, c'est un roman fleuve, d'amendement en amendement, que d'aventure, comme aurait pu dire Serge Lama. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes suspendus à un dispositif qui notamment aurait pu être un espoir de relève et un espoir de redynamique d'un marché, et particulièrement pour la construction neuve, aussi pour l'ancien, mais je dirais que reste-t-il quand on voit les amendements successifs. Aujourd'hui, en quelque sorte, le statut du bailleur privé est résumé environ, c'est entre 3 et 4% d'amortissement pratiqué. Il n'y a pas d'imputation sur le revenu global, comme l'avait prédit et proposé le rapport de Brest-Cosson. Et en plus de cela, les plus-values se réintégrées au moment de la cession. Donc on réintègre en plus-value ce qu'on a gagné en amortissement. Voilà, donc un rapport qui risque de ne pas être au rendez-vous des objectifs à atteindre et en tant que soutien nécessaire et indispensable, notamment au parcours résidentiel et à une offre locative de qualité qui est en souffrance. L'offre de qualité, bien évidemment, elle est en souffrance parce qu'on le voit aussi dans la production de crédit. La part de l'investissement dans l'investissement locatif en production de crédit ne cesse de baisser. Et ça aussi, c'est une des constantes. C'est quelque chose qui est déterminant. Et pourquoi? Je crois qu'il faut voir pourquoi l'investissement est autant boudé et autant laissé de côté par nombre de Français. Statut du bailleur privé, pas à la hauteur des enjeux. La fin du dispositif final qui était un accélérateur. L'augmentation du droit de mutation et de transaction au titre onéreux en 2025. L'explosion de la taxe foncière. L'encadrement des loyers dans certaines villes, les obligations de rénovation énergétique et l'indécence énergétique, le permis de louer qui oblige les propriétaires de bailleurs à demander une autorisation et pouvoir louer un logement, et enfin les normes du HCSF qui sont réductrices en matière de recours à l'emprunt quand on veut acheter du locatif. Oui, il est temps d'envoyer des signaux importants aux Français qui veulent acheter et qui veulent notamment permettre de loger des Français et à une catégorie de locataires qui a de plus en plus de mal à se loger. On ne cessera de donner les exemples de 17% des étudiants qui renoncent à leurs études parce qu'ils n'ont pas pu trouver de logement ou le choix de l'université ou le choix du logement avant de choisir l'université. Ce n'est plus entendable dans un pays comme le nôtre, notamment un pays qui n'arrive pas à loger toutes les couches et toutes les strates de sa population et qui demande un sursaut politique et une réaction de masse. Alors il est vrai, et pourtant, je dirais, la fiscalité est le nerf de la guerre, mais je crois que,
en quelque sorte, quand on regarde l'évolution des prélèvements, une crise qui est pour les ménages, une crise de pouvoir d'achat aussi, mais une crise qui n'est pas forcément une crise pour l'État. Entre les pertes qui ont été, notamment, qui relèvent de cette crise sur les 2 ans, la perte de droits de mutation, la perte de la TVA sur le neuf, la perte sur les plus-values, puisque moindre vente, mais aussi, quand même, il y a des gains, et des gains de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la taxe foncière, permettant de retrouver 5 milliards, la TVA sur l'énergie, et notamment un état positif, 10,5 milliards de nouvelles ressources et 9,6 milliards de pertes, c'est-à-dire encore quelque chose d'excédentaire qui permet de soutenir l'État. Mais l'augmentation la plus importante, elle représente quand même la taxe foncière, notamment pour des collectivités. On le comprend quand ils ont perdu la taxe d'habitation, qui reste quand même néanmoins applicable et auquel restent assujettis les propriétaires de résidences secondaires, qui est en augmentation de 33%, et bien évidemment la taxe sur les logements vacants, qui est en forte augmentation, qui constitue aussi une nouvelle recette. Le logement va certainement s'imposer dans le débat sur les échéances municipales, et je crois que c'est ce que nous pensons, et notamment qui risque même d'un rapport de friction, de tension. Je me souviens qu'un député disait récemment, avant un maire sans grue était un maire avec grue était un maire bâtisseur était un maire battu, et aujourd'hui un maire sans grue sera un maire battu. Mais peu importe, je dirais que la question logement, du moins en apparence, va peut-être faire l'objet d'un sujet central, comme pour les présidentielles de 2027. Et bien évidemment, la FNIM y sera extrêmement attentive. Je crois qu'il y a une chose qui est importante, c'est que tous les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, les 11 groupes parlementaires que comporte l'Assemblée nationale, sont tous unanimement d'accord qu'il y a une crise de logement, il faut prendre des mesures, il faut prendre des dispositions, mais la question reste à savoir lesquelles. Et lesquelles, et simplement, ce que l'on constate, c'est qu'on aurait pu espérer que l'approche d'une élection municipale soit, je dirais, un véritable tremplin et un redémarrage de l'activité qui soit permis. Quand on regarde les périodes précédentes, les élections municipales de 2008, de 2014, de 2020, à chaque fois, ou avec un décalage, c'était un redémarrage des activités dans l'existant, un redémarrage des activités dans le neuf, avec notamment des fortes périodes de croissance. Aujourd'hui, qu'en est-il? En raison de l'État et de la réglementation, nous sommes plus pessimistes que sur ce qui a pu être observé sur les périodes précédentes. Et pourtant, je dirais, le législateur ne manque pas d'imagination. Et je voudrais vous donner un exemple, notamment, nous, professionnels de l'immobilier, nous attendons avec impatience que la PPL Gacquer, qui était au moins, avait le mérite, notamment de permettre une exonération de travaux, de suspendre l'indécence pour des propriétaires qui prenaient l'engagement de réaliser des travaux pendant 3 ans, eh bien, cette PPL n'est toujours pas inscrite à l'Assemblée nationale. Ça fait depuis le mois de mai l'an dernier que nous attendons. Et quand on sait que l'Assemblée nationale va être en suspension d'activité pendant 1 mois, pendant tout le mois de mars, donc quand est-ce que cette PPL interviendra? Mais par contre, par surprise, nous avons découvert et nous avons vu que la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, à une majorité de 65%, avait adopté, s'était prononcé en faveur de la pérennisation du dispositif d'encadrement des loyers. Retour à un grand débat, pérenniser l'encadrement des loyers partout où le maire pourrait le décider et que ce soit la norme et que ce soit imposé. Quand on veut faire fuir des investisseurs, agitons notamment l'encadrement des loyers et continuons ainsi. Nous allons bien évidemment, nous sommes certains de ne pas redonner la confiance nécessaire à l'investissement locatif en France. Et on se demande pourquoi d'ailleurs l'encadrement des loyers. Quand on regarde l'évolution des loyers, comparée aux autres dépenses, je vous parlais de la taxe foncière, progression fulgurante. Les coûts, l'inflation sur l'énergie, rappelez-vous, post-Covid, l'énergie avait augmenté, et là qui impacte largement le revenu des Français. L'inflation de l'alimentation, l'inflation totale et les loyers. Que vient faire l'encadrement des loyers dans un marché qui est le moins impacté par la hausse des prix? Alors il est vrai que on le voit par rapport aux autres prix, même comparé au prix des logements, la taxe foncière augmente beaucoup plus vite. Et comme on l'a dit, l'inflation rejoint le prix des logements. L'encadrement des loyers, c'est un vieux roman, c'est une belle histoire. 24 mars 2014,
la loi Allure, promulgation de la loi Allure, notamment, il faut encadrer les loyers. Dispositif qui est mis en application à Paris, à Lille, et ensuite qui sera reconduit par la loi Elan sous l'impulsion de Julien de Normandie, mais à titre expérimental. Expérimentation reconduite, jusqu'au terme de pouvoir avoir un rapport d'étape, notamment une étude d'impact sur l'efficacité réelle du dispositif. Ce rapport devait être déposé à novembre 2026 et on n'a pas attendu la remise de ce rapport parlementaire, pour demander la pérennisation de l'encadrement des loyers. À notre avis, grande stupéfaction et étonnement, et je le disais, 65% des membres de la commission des affaires économiques présents ont adopté la pérennisation de l'encadrement des loyers. Et nous disons pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Parce qu'en réalité, d'une ne le sait, mais la loi Allure avait prévu, donc notamment, de déclarer zone tendue tous les secteurs où il y a manifestement une offre insuffisante, un décalage entre l'offre et la demande, une offre insuffisante par rapport à la demande ou une demande supérieure à l'offre, c'est-à-dire avec un marché qui est tendu. Et aujourd'hui, 48% du parc locatif privé est en zone tendue. La tension n'existe pas, vous savez, en matière locative, comme vous êtes d'un village de la Creuse, du Massif central ou en Corrèze, notamment il y a plutôt des logements vacants et des logements vides, non rénovés, étiquette G, étiquette F, qui sortiront notamment du parc locatif et notamment qui n'ont pas à être concernés et qui ne sont pas inclus dans des zones tendues. Ces zones tendues, 48% du parc locatif privé, en réalité, nous, professionnels, le savons bien. À chaque relocation, nous sommes soumis à la seule variation de l'IRL pour réajuster le loyer. Du moins, si les loyers augmentent plus en France, ce n'est pas chez les professionnels. Peut-être vers des propriétaires intermédiaires, non intermédiaires, qui s'exonèrent des obligations et de la réglementation, mais pas chez nous. Nous sommes des professionnels et nous devrions être des tiers de confiance reconnus parce que nous appliquons le droit, nous le respectons et c'est notre métier d'être vertueux et d'appliquer les règles. Et nous respectons. Et si on nous avait interrogé notamment sur l'efficacité du dispositif, nous avons mené une enquête entre 2021 et 2025, mesurer l'évolution des loyers sur la majeure partie des grandes villes de ce pays. Et vous voyez ici ces offres évoluer, c'est un graphique un peu chargé que je vais vous commenter. En réalité, c'est un panel de biens locatifs sur une base de données, extrait des fichiers de nos adhérents, et on mesure l'évolution du loyer au regard de l'évolution des prix. Et bien évidemment, il y a des variations qui représentent soit des sorties, soit des entrées de biens nouveaux, et notamment la fixation du loyer, qui permet de mesurer l'évolution. En réalité, l'évolution moyenne des prix de loyer contractés dans chacune des villes est inférieure à l'IRL. Et nous sommes plafonnés à cette IRL. Alors pourquoi, notamment aujourd'hui, introduire cette notion d'encadrement des loyers ? Je l'ai dit récemment et je reprenais un courrier que j'adressais à Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, qui était le maire de ma ville à l'époque, que je connaissais parfaitement bien. Et je lui avais écrit quand il était Premier ministre, rappelant que notamment beaucoup d'économistes s'étaient penchés sur la question de l'encadrement des loyers. Et Gunnar Myrdal a déclaré « Le contrôle des loyers dans certains pays occidentaux, c'était un membre du Parti travailliste suédois. On ne peut pas l'accuser d'être un homme d'extrême droite, ni de droite tout simplement. Le contrôle des loyers dans certains pays occidentaux a constitué peut-être le pire exemple de mauvaise planification par des gouvernements manquant de courage et de vision. » Et enfin, au Congrès, j'ai rappelé, lorsque j'avais un échange avec Édouard Philippe, que Assar Lindbeck avait lui aussi affirmé, à cette époque-là, dans de nombreux cas, le contrôle des loyers semble être la technique la plus efficace connue actuellement pour détruire une ville, à l'exception du bombardement. Voilà ce que disent certains économistes, et c'est quelque chose d'acté. Et aujourd'hui, la France, encore, revient sur une démagogie totale en prônant l'encadrement des loyers, notamment qui serait, selon certains protagonistes, de nature à régler la question de loyers chers et notamment la question du logement. Et nous avons voulu vous reprendre le cas de Paris. Parce que ce qui est intéressant quand même, une ville comme Paris, qui a été l'élément de référence, l'élément étalon dans l'application de l'encadrement des loyers. Que s'est-il passé à Paris ? La population de Paris, regardez,
elle est passée, elle ne cesse de baisser entre 2010 et aujourd'hui. Et ça va continuer. Et ça va continuer. Donc, quand on mesure un marché tendu, finalement, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Mais là, des Parisiens qui quittent Paris, ce sont des logements qui se libèrent. Des logements qui se libèrent qui ne devraient pas apporter de tension au marché locatif. Et si l'encadrement des loyers était efficace, depuis tout ce temps, on conserverait les Parisiens dans la ville de Paris. Au contraire, on accélère un étalement urbain. Et vous voyez, 1060 habitants de moins chaque mois, 12 700 par an, 6 900 logements libérés par an, de nature à proposer aussi une offre parisien. On n'est pas à une offre notamment qui génère et qui conditionne un marché tendu. Et il est vrai que quand on regarde, on a fait cette étude en comparant l'évolution des ménages à Paris, et quand on regarde ces évolutions et on compare la population et la part de logements inoccupés à Paris, eh bien, on voit cette population diminuer et la part des logements augmenter. Moins de population, des gens qui s'en vont, des logements, certes, qui restent vacants ou qui sont orientés vers d'autres cibles, et notamment la cible du Airbnb. Mais qu'on s'attaque réellement au Airbnb. On attend du législateur de faire une proposition, notamment de nature et à la hauteur de l'impact des stratégies comme Airbnb sur le marché, et notamment redonner une grande offre de logements libres, plutôt que d'attaquer le parc existant en prenant l'encadrement des loyers. Voilà la réalité, et je crois que ce que nous demandons, c'est que, au moins, s'il y avait une mesure de pérennisation, que le législateur tienne compte notamment d'une analyse économique, d'une étude d'impact plus réaliste, et aurait pu attendre le rapport qui devait être déposé pour prendre une position. Nous espérons enfin que le Sénat n'accompagne pas ce texte et le rejette. Je crois que c'est un schéma d'importance. Mais vous le savez, malheureusement, les élections municipales vont cristalliser des tensions entre candidats, entre ceux qui prôneront l'encadrement des loyers et les candidats d'opposition qui auraient pu être d'opposition, mais finalement qui accompagneront ce mouvement et qui prendront la même disposition, je dirais, uniquement par démagogie ou par manque de courage. Voilà, c'est cela la réalité, et c'est ce qu'on le redoute aujourd'hui dans cette campagne, et notamment si le logement devient une question centrale dans la stratégie de certains. L'indécence énergétique pèse aussi notamment sur l'offre locative. Et je voudrais vous en dire deux mots, et notamment, bien évidemment, vous l'avez tous vu, connu, c'est que c'est la valse des modifications de calcul, de l'algorithme de calcul du DPE, qui est quand même bien utile, et je dirais sert bien les politiques quand on n'a pas le courage de suspendre l'indécence énergétique. Ce serait une mesure efficace. Arrêtons que ce pays, qui est la France, par surtransposition d'une directive européenne, est le seul pays à avoir notamment lié la notion de DPE à une indécence qui interdit le propriétaire de louer ou le rend sanctionnable. C'est inadmissible. Pourquoi voulons être notamment, je dirais, différents des autres? Et en réalité, on conduit à ce que revoir la taille du logement en fonction de l'appareil de chauffe, d'intégrer la consommation du ballon d'eau chaude sur les logements inférieurs à 40 mètres carrés. Après, on inclut notamment une modification du coefficient de pondération de l'électricité. C'était une demande de la FNIM. Vous savez, l'électricité, qui est l'énergie la plus décarbonée, était impactée par une pondération à 2,3 de la consommation par rapport au gaz qui est à 1. Et notamment, on nous avait demandé 1,5. Voilà, entre 1,5 et 1,3, voilà, on est arrivé à 1,9, mais on pourrait aller encore un peu plus bas. Mais néanmoins, peu importe, quel que soit le mode de calcul, nous, ce qui nous importe, c'est qu'aujourd'hui, 550 000 logements sont indécents et seront indécents au 1er janvier 2028, et donc interdits à la location. Que fait-on pour sauver un secteur qui est déjà en souffrance, en tension, en difficulté, et qui est aujourd'hui abandonné, laissé de côté par les investisseurs? Et il faut savoir ce que nous parlons. L'indécence, les professionnels de l'immobilier la connaissent bien. En réalité, l'indécence repose sur un décret qui date du 30 janvier 2002, que nous appliquons nous tous dans nos cabinets, c'est-à-dire un logement qui est insalubre, un logement avec des fuites d'eau, un logement avec des champignons, un logement avec une installation électrique défectueuse.
il y a des critères au titre de l'indécence qui empêchent de louer. Là, nous sommes dans l'excès. L'indécence, oui, on pourrait dire que c'est ça. Hein? Là, d'évident, on n'a pas besoin d'un décret ni d'une loi pour le comprendre. Mais je vais vous montrer ce qui est indécent au sens même, notamment de la loi climat-résilience. Voilà des photographies d'appartements classés G, mis en location et indécents. Nous considérons que non. Je dirais que nous sommes totalement contre, notamment cette définition, compte tenu que je crois que, d'abord, la précarité énergétique, elle a été mesurée, c'est pas l'indécence, elle est mesurée non pas par rapport à la production, je dirais, de gaz à effet de serre, elle est mesurée par rapport à la consommation énergétique, voilà, par rapport au coût. Voilà pourquoi on a pondéré l'électricité à 2,3 avec des grille-pains qui n'étaient pas tenables, alors que l'électricité est la plus décarbonée. Donc voilà, à un moment, il va y avoir un exercice de vérité et de courage. Moi, je crois dans tous les cas, aujourd'hui, cette mission, elle n'est pas possible. On n'y arrive pas. Les Français choisissent de vendre plutôt que de louer. Dans 40% des cas, ils choisissent de vendre plutôt que de louer. Et aujourd'hui, on ne fait pas faire des travaux à un propriétaire qui a 80 ans. C'est un complément de revenu. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, 35% des propriétaires bailleurs ne payent pas d'impôt sur les revenus locatifs, que 60% d'entre eux ne détiennent qu'un logement. Ce sont des petits propriétaires et qui n'ont pas les moyens, ce qui leur est imposé, et que la trajectoire, elle est tracée. On s'expose notamment à une attrition du parc et une accélération de la vente de ces logements. Voilà pourquoi la FNIM demande au moins la suspension de l'indécence. Comme on aime le titre expérimental, eh bien au moins un titre expérimental pendant 3 ans, le temps de sortir de ces situations, une situation qui pèse à tous les Français et qui fait notamment défaut à nombre d'entre eux pour accéder à la propriété ou tout simplement se loger. Nous arrivons au terme de cette conférence de presse avant de me livrer à vos questions et je crois qu'aujourd'hui, en réalité, le logement, si vous l'avez compris, ce n'est pas une question de loi de finances. C'est une question aussi d'imagination, une question aussi de concertation avec les corps intermédiaires que nous sommes et d'entente et d'écoute. Mais je dirais tout simplement qu'en 3 ans, 3 ans de mandat, 6 ministres nommés. Des ministres qui se succèdent, mais des dossiers qui ne se transmettent pas forcément. Où à chaque fois, il faut reprendre la même chose, redire la même chose. Même les propositions simples ne sont pas entendues. Ce n'est pas parce qu'elles ne coûtent pas qu'elles ne doivent pas être écoutées. Et je crois que nous martellerons et nous aurons d'autres propositions à l'aube des présidentielles, notamment pour agir sur le logement, parce que, et c'est la devise de la FNIM, parce qu'il est temps d'agir. Et je crois qu'il faut changer aussi de paradigme, il faut changer de logiciel, il faut revoir notre conception de logement et laisser de côté tous les remèdes d'antan. C'est vrai qu'il faut redonner du pouvoir d'achat. La portabilité des prêts, on y reviendra, parce qu'à un moment ou un autre, nous aurons une augmentation subite des taux d'intérêt, et je crois que c'est une arme. On ne peut pas laisser dire qu'aujourd'hui, ça coûte cher aux banques, quand les banques ont accepté, lorsque notamment les taux venaient à baisser, d'accepter une renégociation alors qu'ils avaient emprunté à des conditions plus onéreuses et on les exposait à des conditions moins coûteuses. Donc dans tous les cas, là était la perte, mais elle n'est pas la perte quand on a déjà consenti un prêt à 1% et qu'on permet cette transmissibilité sur un dossier déjà mis en place. Nous sommes favorables à la restauration de l'APL accession parce qu'il faut redonner aussi notamment un accompagnement, une aide à des ménages et l'aide à la personne plutôt que l'aide à la pierre. Et c'est un élément déterminant, vous l'avez vu, il y a une paupérisation et un appauvrissement de l'accession de la propriété en France qui va devenir catastrophique dans quelques années. Relancer l'investissement locatif, statut du bailleur privé, certes, il faut redonner confiance à l'investissement. Vous savez, même la proposition Investissez aujourd'hui, défiscalisez demain, dont nous avons porté, qui a été présentée d'ailleurs par un député à l'Assemblée nationale et malheureusement qui n'a pas été soutenue, où nous proposions notamment d'investir aujourd'hui et de différer notamment, de porter un investissement pendant 10 ans, et l'exonération d'impôt sur le revenu se faisait 10 ans après. Même une disposition qui ne coûte rien de budget, même à titre expérimental, elle n'a même pas pu être retenue. Je crois qu'il y a un manque de courage, un manque d'imagination et un manque de solutions dans notre pays qui porte préjudice à l'équilibre de ce territoire. Suspension temporaire de l'indécence énergétique. Oui, bien évidemment, on ne peut pas continuer comme ça et nous n'avons cessé de le dire. La vente en état futur de rénovation énergétique. Eh bien, la vente en état futur de rénovation énergétique, c'est un texte simple qui permet tout simplement d'accompagner un vendeur lorsqu'il est confronté à des travaux de rénovation énergétique
et éviter que le banquier lui dise non, je ne peux pas vous financer parce que vous aurez les travaux plus tard. Nous, c'était de flécher au moment de la mutation, d'intégrer l'ensemble des travaux et de rénovation énergétique sur lesquels s'appuie le banquier pour adosser son financement. Voilà une vision nouvelle qui demandait que quelques mots et quelques modifications législatives, mais qui passent aux oubliettes parce qu'il n'y a pas de relais dans ce pays pour reprendre des propositions qui émanent tout simplement, je dirais, de professionnels. Nous n'avons rien à gagner, sauf l'intérêt des Français, à agir pour le logement. Enfin, je dirais quelque chose qui nous tient à cœur. Et là, c'est mon coup, je dirais, mon coup de gueule, parce qu'il nous aura fallu, quand on sait que la loi Allure du 24 mars 2014 avait notamment prévu un décret de formation pour les collaborateurs ou les personnes habilitées à s'entremettre et intervenant sur ce marché. Ce décret, nous l'attendons depuis 11 ans, bientôt 12 ans. Il faut 6 mois en France pour publier un décret. Il m'a fallu prendre une décision, faire un recours contre le Premier ministre et obtenir la décision du Conseil d'État d'avoir la publication de ce décret. Et ce décret, on a eu gain de cause en janvier 2025 et nous l'attendons encore malgré, le ministre Vincent Jeanbrun nous a dit qu'on l'aurait avant la fin juin, mais 18 mois pour publier un décret qui est déjà connu, qui est déjà écrit, ça devient insupportable. Mais si avec ça, nous demandons également une commission de contrôle et de sanction de nos professions, c'est quelque chose que la FNIM ne cesse de relancer, au moins appliquer ce qui est prévu, notamment dans la loi Elan, qui n'a jamais été appliquée, d'où nous demandons l'application. C'est quand même normal. Nous sommes une profession responsable, nous sommes une profession qui est notamment vertueuse, chargée d'appliquer la réglementation. On ne demande qu'une chose, d'avoir des professionnels formés et un organisme de sanction. Nous ne serons jamais une profession ordinale dans l'état actuel du marché. Ce n'est pas une mode dans la Macronie, ni même celle à venir, ou très certainement, ou peut-être. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, on ne demande qu'uniquement un quasi-ordre pour réglementer nos professions et toutes les pratiques qui sont condamnables. C'est cela aussi l'intérêt du marché. Et une vraie politique du logement doit s'appuyer notamment sur une profession, et notamment une profession qui aussi constitue une tour de veille et indispensable. Sur ce dernier point, je vous donnerai quand même un exemple de la difficulté que nous, professionnels, nous, corps intermédiaires, avons du mal. Si je vous disais par exemple qu'à l'Assemblée nationale, il existe un groupe logement, et je l'ai dit même au Congrès l'an dernier, un groupe logement à l'Assemblée nationale qui est chargé notamment d'auditer, d'échanger, de travailler. Ce groupe logement à l'Assemblée nationale, il y a eu une présidence LFI. La présidence a changé. C'est une présidence socialiste. Elle ne s'est jamais réunie, n'a jamais convoqué aucun professionnel depuis plus de 5 ans. Voilà la réalité effectivement de ce pays. Je crois que quand on veut fabriquer la loi, quand on veut faire la loi, eh bien je crois que c'est un exercice collectif, c'est un exercice partagé, notamment avec tous les professionnels, toutes les entreprises qui travaillent au quotidien du logement de tous les Français. Merci.